Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argio Canada. Donc aujourd'hui, ça fait du bien, je suis un peu au bureau enfin. Quelque chose de différent. C'est beau la maison, là, mais je te commencé à m'en avoir jusque-là. Donc aujourd'hui, on va parler de spéculateurs, les hedge funds. Qu'est-ce que les gens font au niveau de la spéculation dans le marché? Et avant de commencer, ces rapports-là doivent être interprétés de manière assez prudente parce que, et là, je vais vous expliquer juste rapidement, c'est qu'un spéculateur, là, ça ne fait pas partie d'un bilan off-demande. Là, j'ai pris par exemple le maïs. Là, je vais avoir de la production avec des surfaces, un rendement. Je vais avoir de la nutrition animale, de l'éthanol d'exportation. Mais vous voyez ici, là, un spéculateur, ça n'en produit pas, puis ça n'en mange pas. OK? Donc, ça va prendre des positions qui sont, hein, ça dit, spéculatives dans un marché qui, essentiellement, qui n'ait plus ou moins de spéculateurs. Au final, là, sur le long terme, si les récoltes sont belles ou s'il y a une sécheresse, le spéculateur n'a pas vraiment à voir avec un bilan. En fait, il n'y en a rien à cirer d'un bilan. Il n'en fait même pas partie. OK? Donc, sur le long terme, l'impact des spéculateurs il est très mitigé, sauf qu'à court terme, évidemment, ils ont des positions qui peuvent être significatives dans le marché. Donc, il pourrait y avoir des mouvements, soit la hausse, soit la baisse, par rapport à l'amplitude de contrats et d'achats de vente qu'ils vont avoir dans le marché. Donc, je vais aller dans le Commodity Futures Trading Commission, qu'on appelle le CFTC, qui est essentiellement l'organisme américain qui va gouverner tout ce qui a trait aux contrats à terme, aux produits financiers, des produits dérivés. Donc, sur leur site web gouvernemental, on a à chaque semaine le rapport qui va nous donner quelles sont les positions spéculatives ou quelles sont les positions de l'ensemble du marché et ce que je vais vouloir voir. Par exemple, ici, je vais aller dans le blé Chicago. La partie des spéculateurs, elle est ici, là, le manage money. Je veux savoir quels sont les comptes de type spéculatif qui en ont acheté, qui en ont vendu et finalement, quel est le net de tout ça. Et c'est bien différent de la catégorie des producteurs et commerçants. Donc, ici, producteurs et commerçants, je vais avoir du hedging. Ici, au niveau des fonds de spéculation, ben, ça dit des spéculateurs. OK? Et ça, je vais l'avoir pour les différents types de marchés. C'est très difficile à consulter de manière rapide. Et c'est pour cette raison-là, avec la magie, on est capable de vous présenter des tableaux qui sont un petit peu plus faciles, simples et intéressants à consulter. Ce graphique-là, la manière de l'interpréter, parce que c'est là qu'on va aller trouver tout ce qui est, disons, cohérent ou pertinent dans le marché, c'est que, un peu comme n'importe quoi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce que je veux trouver là-dedans, là, c'est y a-t-il des exagérations? Y a-t-il un marché qui a beaucoup, beaucoup de spéculateurs ou qui sont très acheteurs, très vendeurs? Donc, ici, là, sur mon graphique, ma ligne 0, ça veut dire que c'est neutre. Ils n'ont pas nécessairement de position ni acheteur ni vendeur. Tandis que quand j'arrive ici, hop, là, j'ai beaucoup d'achats. Ici, j'aurai beaucoup de ventes. Quand un marché a beaucoup d'acheteurs, naturellement, c'est qu'il mise sur une hausse des prix, tandis qu'ici, il mise sur une baisse des prix. Hein? Tout ça est très cohérent. Ce que je cherche à déceler comme tendance, un peu comme aux échecs, c'est que je me dis, quel est le prochain move? C'est quoi le prochain step dans tout ça? C'est que aujourd'hui, là, si je regarde ça, ben, je me dis, quand ils sont très vendeurs, là, puis que ça mise sur une baisse de prix, mais éventuellement, ils vont avoir besoin de racheter ces contrats-là. Donc, ils vont avoir besoin d'acheter, puis peut-être que ça pourrait faire augmenter les prix. En fait, c'est une théorie, c'est pas une garantie. Les spéculateurs ne font pas toujours d'argent, loin de là. Ensuite, donc, ou quand ils seraient très vendeurs, mais le prochain step logique, c'est de dire, oups, graduellement, ils vont vouloir vendre des contrats et ça pourrait exercer une pression sur les prix. C'est ça que j'essaie de voir dans les statistiques de spéculateurs. Sont très vendeurs? Sont-ils très acheteurs? Et ça va être quoi le prochain step qui serait à prévoir selon ces informations-là? Donc, au niveau du maïs, ils sont short, vendeurs, 276 000 contrats sur les 1,8 million qu'il y a, c'est 15 15 des contrats en ce moment à la bourse de Chicago, c'est des spéculateurs qui misent sur une baisse de prix. OK?
Et là, ça ne veut pas dire que les prix vont remonter nécessairement ou continuer de baisser. C'est qu'en termes de transactions, ce qui m'apparaît plausible ici, c'est qu'éventuellement, que ce soit aujourd'hui, en juillet ou même à l'automne, il va y avoir besoin que les spéculateurs rachètent un peu des contrats pour sortir de leur position, qu'elle soit à profit ou à perte. Mais je pourrais m'attendre à ce qu'il y ait un petit peu plus d'acheteurs dans le marché qui soient issus des spéculateurs qui rachètent ou qui, en fait, leur contrat qu'ils avaient préalablement vendu. OK? Donc, il y a un petit peu une exagération, en fait, ici. Là. Je ne veux pas dire que c'est une exagération, je devrais peut-être mieux m'exprimer, c'est qu'il y a un risque ici que les spéculateurs se mettent à arracher leur contrat si quoi que ce soit arrivait au niveau des cultures cet été. Dans le soya, on a remarqué depuis des années les spéculateurs, mon Dieu, qui aimaient ça en vente parce que la Chine n'achetait pas, le conflit commercial, les cultures étaient belles. Finalement, il n'y avait pas de raison que le prix montait. Tandis que là, ça commence à changer. Les spéculateurs sont très, très, très timides au niveau du marché, mais sont un petit peu plus acheteurs qu'ils l'ont déjà été. C'est un net changement dans la philosophie et dans la psychologie du marché. Ils n'ont pas un gros impact encore, ni à la hausse comme à la baisse, mais on commence à voir qu'on sort un petit peu là, du marasme de continuellement vendre du soya à la bourse de Chicago. Au niveau du blé, j'ai un peu une analyse similaire que dans le soya, dans le sens où ils n'ont pas une grosse position. Là. À peu près 12 000 contrats vendeurs. Ce n'est pas une énorme position. Ils sont plus sur les lignes de côté. Ils sont ni très vendeurs, ni acheteurs. Je ne vois pas là un move ou un prochain step évident où ils vont nécessairement en acheter ou en vendre. Je dirais qu'on est peut-être un petit peu plus sur les lignes de côté dans ce marché-là, qui détonne avec le blé de printemps sur la bourse de Minneapolis. Donc, le blé de printemps, les spéculateurs là, sont très, très, très vendeurs. En fait, ils en vendent pour 22 000 contrats. Ça pourrait paraître peu par rapport aux genre 300 000 du maïs. Sauf que le nombre de contrats en cours est beaucoup plus faible. Il y en a juste 74. Il n'y en a pas des millions. Donc, c'est énorme comme position. 30 du marché en ce moment dans le blé printemps est un spéculateur qui mise sur une baisse des prix. Donc, là aussi, mon prochain step, c'est de dire, peut-être qu'à un moment donné, là, eux autres vont pouvoir revenir dans le marché en voulant sortir des positions et donc acheter des contrats à terme pour atteindre cet objectif-là. Donc, j'ai un petit peu un son de cloche intéressant pour le blé Minneapolis en ce moment au niveau des positions spéculatives. Dans le dollar canadien, là aussi, avec la pandémie, les gestionnaires de portefeuille ont massivement vendu le dollar canadien pour avoir du dollar américain, un peu comme tout le monde, le dollar canadien, les autres devises, une situation similaire. Mais là, avec beaucoup de positions qui ont été vendues, peut-être que je me dis, dans les prochaines semaines, mois, trimestres, ça ne serait pas trop surprenant, surtout que le dollar canadien commence à remonter un petit peu. Là. Donc, prochain step, je me dirais, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau du dollar canadien qui pourrait favoriser une force de notre devise par rapport au US. D'un point de vue de l'analyse des positions spéculatives. Ce n'est pas une question d'économie nécessairement ici. Là. Et en dernier lieu, j'ai regardé le LINOG au niveau de l'élevage porcin. Je dirais, je n'ai pas une position qui est significative. Ils ont déjà été très acheteurs l'année dernière quand les prix en Chine étaient extrêmement élevés. Ils ont graduellement tout vendu ça aujourd'hui. Un peu ces lignes de côté. Je ne suis pas très acheteur ni très vendeur. Je n'ai pas un risque imminent, à mon avis, au niveau de ces positions-là. Donc, les marchés que je surveille, qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de feu d'artifice, les positions spéculatives dans le maïs, peut-être un peu pour cause avec l'abondance qui est prévue, mais éventuellement, ça va être appelé à vouloir remonter graduellement. Au niveau du soya, j'ai rien d'intéressant. Au niveau du blé Chicago non plus. Blé Minneapolis, j'ai un risque ici que les spéculateurs peuvent s'en racheter. Même chose pour le dollar canadien, tandis que l'élevage, c'est beaucoup plus smooth, je vous dirais. Donc, j'espère que ça vous aide, vous donner une dimension un peu différente aujourd'hui en parlant des spéculateurs et l'interprétation dont j'en fais. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Soyez prudents. N'hésitez pas à me contacter. Bye!